Il existe de ces conflits qu'on a oubliés et pourtant ils sont historiques. C'était il y a 75 ans, l'opération Agatha, également connue sous le nom de Black Sabbath, Shabbat noir, ou de Black Saturday. Elle se déroule du 29 juin au 1er juillet 1946. Une opération des forces britanniques contre les sionistes dans ce qu'on appelait encore alors la Palestine mandataire. L'occasion de revenir sur cet épisode important de l'histoire du sionisme et de l'histoire d'Israël. À cette époque, les Britanniques cherchent précisément à prouver que l'agence juive est liée au groupe paramilitaire indépendantiste et notamment que l'Irgun, une des organisations les plus dures du jeune État d'Israël naissant, et son bras armé. On fait le point ce matin avec vous, Christophe Darin. 29 juin 1946, un an avant la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël. La région de Palestine est encore sous domination britannique et les sionistes de l'époque tentent de s'y affranchir. Menachem Begin, Vladimir Jabotinsky sont ces personnages historiques qui se démarquent rapidement de l'idéologie socialiste de l'époque menée par David Ben Gourion et jugée trop complaisante à l'égard des Anglais. Un de leurs objectifs, faire immigrer des Juifs en masse dans le futur État d'Israël. Et ce qui n'est pas simple, Menachem Begin lutte pour que le gouvernement britannique retire ses troupes du territoire et tienne la promesse que constituait alors la déclaration Balfour. Mais de leur côté, les Anglais maintiennent des limitations strictes à cette immigration juive afin de ménager surtout les populations arabes. Certains ne trouvent donc pas d'autre choix que de prendre les armes pour récupérer la terre d'Israël, à l'image de Menachem Begin, à qui on avait consacré d'ailleurs un dossier récent sur cette antenne il y a quelques mois. Le 16 juin 1946 se déroule ainsi la fameuse Nuit des ponts, au cours de laquelle la Haganah, c'est un des 4 groupes militaires sionistes, fait sauter 8 ponts routiers et ferroviaires qui relient la Palestine aux pays voisins. Et 24 heures plus tard, le 17 juin 1946, ce n'est pas la Haganah, mais c'est le Lehi, autre groupe paramilitaire juif qui attaque cette fois des ateliers ferroviaires britanniques à Haïfa. Enfin, peu de temps après, l'Irgun enlève 6 officiers britanniques et le groupe annonce que les officiers restants, puisque certains s'étaient échappés, ne seront libérés qu'en échange de la commutation des condamnations à mort pour 2 membres de l'Irgun. Ce sont justement ces événements qui vont pousser le haut commissaire de l'époque, longtemps opposé à une action militaire contre l'agence juive, Alan Cunningham, à prendre des mesures militaires. Cela faisait des mois qu'il était poussé par l'armée anglaise à prendre une décision. Après la nuit des ponts, Cunningham change donc radicalement de position. Il s'envole pour Londres et rencontre le cabinet britannique et son feld-maréchal Bernard Montgomery. Et c'est précisément Montgomery qui formule le plan de l'opération Agatha. Les Anglais souhaitent dissuader à la fois la Haganah, le Palmach, le Lehi et l'Irgun d'entreprendre de nouvelles attaques contre les troupes et fonctionnaires britanniques. Pour les Anglais, il faut frapper fort, avec réticence. Donc Cunningham accepte le plan, espérant qu'avec les sionistes les plus modérés, notamment Chaim Weizmann, il ouvrira la voie à un règlement politique. Et on ne peut que constater que Cunningham prend d'énormes pincettes au cours de l'opération Agatha. Dans une émission de radio, il se défend notamment contre tout antisémitisme. Les arrestations ne sont pas dirigées contre la communauté juive dans son ensemble, dit-il, mais uniquement contre ceux qui prennent une part active à la campagne de violence actuelle et ceux qui sont responsables de son incitation et de sa direction. D'autres responsables anglais parlent même à l'époque d'État anarchique. Mais il n'est toujours pas question pour les sionistes d'abandonner leurs terres. Les plus revanchards ne cessent pas d'ailleurs leurs attaques contre l'occupant anglais. Les tensions sont vives. Et comme on l'a dit en introduction, les Anglais cherchent en fait à cette époque les preuves de la complicité de l'agence juive avec l'Irgun. Et c'est à ce moment-là que l'histoire va prendre un tournant. Tout à fait. La puissance anglaise sait que l'agence juive et les groupes paramilitaires sont en lien et notamment qu'en juin 1946, des membres de l'exécutif de l'agence juive et du haut commandement de la Haganah se sont rencontrés avec des délégués de l'Irgun et du Lehi. Tous s'étaient unis demandant aux dirigeants de nouvelles implantations de participer à un coup d'État pour proclamer l'indépendance de l'État d'Israël, mais aussi de faire cesser toute relation avec l'administration palestinienne anglaise existante. Et précisons qu'à l'époque, administration palestinienne signifie administration anglaise. Les Anglais ne peuvent accepter tant de compromissions. Ils mettent donc en place cette fameuse opération Agatha. 17 000 soldats, entre 17 et 20 000 soldats et policiers perquisitionnent les locaux de l'agence juive et les domiciles des dirigeants. 3 camions de documents sont alors emportés. 2718 personnes sont emprisonnées dans la quasi-totalité de l'exécutif de l'agence et nombre de membres de l'unité Palmach. Parmi eux, un des pères fondateurs de l'État d'Israël, Moshe Sharet. Et à noter que Ben Gurion échappera justement à cette perquisition puisqu'il sera à Paris à ce moment-là. Mais ce n'est pas tout. En plus du siège de l'agence juive à Jérusalem, les Anglais fouillent aussi le bureau de l'agence juive à Tel Aviv et d'autres institutions juives telles que l'organisation sioniste internationale
internationale des femmes et la Histadrut, le syndicat des travailleurs juifs. Au total, 27 implantations sont également fouillées et dans une grande violence. D'ailleurs, 4 juifs sont tués en résistant aux perquisitions anglaises. Des arrestations massives de dirigeants juifs, on l'a dit, et de membres de la Haganah sont effectuées. Des couvre-feux sont imposés dans toute la Palestine. Des avions volant à basse altitude font le tour de Jérusalem. Des barrages routiers sont érigés. Des trains signalés. Des passagers évacués et escortés chez eux. Des permis spéciaux étaient alors nécessaires pour l'exploitation des véhicules d'urgence. Et les fouilles dans les implantations juives permettent ainsi de découvrir 15 caches d'armes, dont l'un des 3 arsenaux centraux de la Haganah au kibbutz Yagour dans le nord du pays. Là où plus de 3000 fusils, quelques 1100 mortiers de 2 pouces, plus de 400 000 balles et quelques 5000 grenades et 78 revolvers sont découverts et confisqués. Des armes qui seront d'ailleurs exposées lors d'une conférence de presse. Pendant ce temps, tous les membres des organisations sionistes de Yagour seront arrêtés. Si cela vous intéresse, d'ailleurs, vous pouvez voir les photos impressionnantes de la perquisition sur le site de la Bibliothèque nationale d'Israël. Suite à cet événement, les forces de la Haganah répondent par un raid sur le camp militaire de Bat Galim où étaient entreposées les armes confisquées à Yagour. Mais le plus grand traumatisme et la plus grande humiliation pour les juifs sionistes restera la perquisition à l'agence juive. Selon l'historien anglais James Barr, dans son livre Une ligne dans le sable, c'est au 1er juillet 1946 que Moshe Sneh, dirigeant de l'agence, envoie un message au dirigeant de l'Irgun, Menachem Begin, dirigeant de l'époque, lui ordonnant de poser une bombe au quartier général de l'administration royale britannique situé à l'hôtel King David, non pas tant pour tuer, mais surtout pour détruire en fait les documents saisis qui, toujours selon James Barr, présumés les sionistes, étaient en cours d'analyse. Des documents ultra confidentiels, on l'imagine bien, qui démontraient visiblement le rôle de l'agence juive dans la direction de la résistance juive unie. Et l'attaque du 22 juillet contre le British Government Center est sans précédent. 91 morts, 46 blessés. Mais ce ne seront pas les seules opérations d'envergure. Suivront l'attaque à la prison d'Acre et la libération des prisonniers d'Etzel et de Léry en mai 1947. Il faut rappeler un concours des 4 années où Menachem Begin commande l'Irgun. Donc à cette période précise, l'organisation mène près de 300 opérations militaires, des actions dénoncées par la gauche israélienne qui les considère comme relevant d'actes terroristes. En effet, mais l'indépendance d'Israël est plus importante que tout aux yeux d'une grande majorité de la population juive. Si les Anglais considèrent que l'opération fut un succès, l'opération Agatha déclenche une solide solidarité au sein de la communauté des Olim. Oui, car l'opération Agatha a aussi déclenché des échos de la Shoah dans l'esprit de nombreuses personnes, puisque les actes commis par les soldats britanniques furent parfois considérés par certains comme semblables à ceux des nazis. Et pendant l'opération, il a été rapporté que des femmes juives déchiraient ainsi leurs vêtements pour exposer leurs tatouages des camps de la mort, comme pour prouver aux Britanniques que cette terre, c'était bien la leur, celle qu'ils avaient retrouvée après tant de siècles de persécution. Après la fin d'Agatha, les officiers britanniques enlevés sont en tout cas libérés et le haut-commissaire Alan Cunningham commue les condamnations à mort des membres de l'Irgun comme convenu en emprisonnement à vie. La Haganah et le Palmar sont ensuite dissuadés de poursuivre leurs opérations anti-britanniques. Merci Christophe Dard d'avoir contribué à ce billet que vous pouvez retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr.